Alors, à 8 mois des élections, nous sommes tous curieux de voir les tendances sociopolitiques telles que ça se passe au Congo, à Brazzaville, de l'opposition tout comme au pouvoir, l'incertitude, le doute, l'angoisse, voilà, la douleur aussi, ça il ne faut pas l'ignorer. Voilà, alors, dans le but d'essayer un peu d'apporter la lumière, je vous invite à suivre ces détails au cours de cette interview et j'espère que vous allez avoir une lumière comme telle, comme le disait le philosophe, donc une lumière sur la vision socio-politique du pays. Doit-on aller aux élections ou on doit les reporter? C'est ça la question qu'on doit se poser. Doit-on maintenir le système présidentiel comme tel ou on doit penser à un système peut-être pas présidentiel, mais qui va procurer la liberté au peuple congolais? Salut et bienvenue à tous sur la chaîne des Afro-démocrates. Je suis John Luyeye, le présentateur du jour. Cher Monsieur Clavis, vous êtes écrivain et scientifique, auteur du livre Theories of Tribalism, Debate, Controversies and Afro-Democracy, Tout à fait. publié cette année aux Pays-Bas. Bienvenue à vous, Monsieur Clavis. Merci, merci. Les élections présidentielles de 2026 au Congo, pour un report ou non des dites élections, quelle est votre opinion? Bien, merci encore pour cette opportunité que vous m'accordez d'être sur le plateau de Afro-démocrate Channel. C'était un grand plaisir de parler sur le Congo, notre cher beau pays. Aussi vrai qu'on est concerné à propos de la situation sociopolitique telle que ça se passe actuellement. Alors, pour répondre à votre question, si c'est pour le report ou non des élections, je suis d'avis que nous ne puissions pas aller aux élections. Je ne suis pas aussi d'avis, donc, ni pour le report, ni pour l'organisation des élections. Je ne suis pas d'avis. Je vais m'expliquer pourquoi. Vous voyez, nous sommes un peuple dans un pays qui doit aller aux élections pour élire un président de la République. Mais selon ma conscience, je sais aussi que nous sommes divisés, non pas parce que nous sommes noirs, nous n'aimons pas les uns et les autres, non pas parce que nous sommes africains comme tels, mais ce qui nous divise, au fait, c'est la présidence. Donc, j'ai comme l'impression que le découpage de notre pays, c'est comme une cage. Et les peuples, c'est comme des animaux, voyez-vous. Et parmi ces animaux, c'est le français, donc le colon qui vient, qui jette peut-être un morceau de viande dans une telle cage. Et voilà, les animaux commencent à s'acharner là-dessus. Voilà, c'est ma part, c'est ma part. C'est en quelque sorte ce qui se passe. Donc, nous sommes des peuples comme tels des animaux, comme on nous perçoit. Et la présidence, c'est comme un morceau de viande que chacun de nous, voilà, s'acharne là-dessus pour devoir avoir sa part parce que, voilà, qui veut se servir doit être au pouvoir. Alors, dans un tel contexte, je me rends compte que selon le climat sociopolitique actuel du Congo, ce n'est pas tout à fait idéal d'aller aux élections. Il y a des intimidations, il y a des violations des droits de l'homme, il y a des enlèvements, il y a des tortures. Voyez-vous, dans un tel climat, dans une telle situation, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourra parvenir à une décision, à un choix d'un leader idéal pour notre pays. D'autant plus qu'on le sait déjà, nous sommes en train de nous engager dans une course où on connaît déjà qui est le vainqueur. Un vainqueur, non pas par mérite, mais par tricherie. Un vainqueur par manipulation. Un vainqueur, voilà, par le choix de la France qui nous impose une figure comme président de la République, voilà. Et ce président-là, qui n'est pas élu du peuple, voilà, qui va enfin nommer un gouvernement pour représenter le peuple. Nous savons tous que ça nous emmène nulle part. Donc, si on est dans la voie de s'engager dans des élections pour un changement, je pense que par là, nous sommes en train de commettre une erreur. Dans le sens que le changement de régime n'est pas l'espoir d'un peuple. Ce n'est pas l'espoir d'un peuple. Je suis d'avis que nous puissions
penser peut-être à appeler à un dialogue national ou encore à une conférence nationale pour essayer un peu de réparer les méfaits du passé, pour essayer un peu de pardonner les fautes du passé. Et à partir de là, les fils du nord, sud, de l'est à l'ouest doivent s'unir. Il ne s'agit pas de pointer du doigt un groupe ou un autre, mais on doit s'unir pour enfin établir un modèle sociopolitique et économique, certainement. À partir de là, penser à un leadership qui va nous unir, qui va inclure tout le monde dans le pays, dans un sens où on sera un seul peuple, dans une vraie définition d'une nation, faisant face à l'ennemi commun que nous avons, c'est-à-dire la France coloniale. Car c'est elle qui nous divise, c'est elle qui nous pousse à des élections. Des élections où les voix des peuples ne comptent jamais. Finalement, j'ai une observation sur l'opposition politique au Congo qui donne au pouvoir l'honneur de déshonorer les membres de l'opposition. C'est-à-dire, ces mêmes membres de l'opposition donnent au pouvoir cette opportunité d'aller aux élections, des élections qu'on va tricher, qu'on le veut ou pas, et par la suite, c'est le président Sassou, ou encore je ne sais pas qui sera le gagnant, qui va sortir pour dire, voilà, j'ai fait face à une opposition. Une opposition aussi hostile, telle que ça se présente déjà, et j'ai gagné. Finalement, je suis le choix du peuple. Et quand les médias occidentaux vont récupérer cela, ils vont commencer à parler d'une victoire écrasante de ce candidat qui va peut-être gagner par tricherie. Ça, c'est la logique des élections au Congo. Et finalement, en fin de compte, ça va leur donner encore une base. La France, finalement, aura une base de maintenir encore son système du pillage, son système de la marginalisation des peuples congolais, tout en disant que voilà, c'était un choix du peuple. Mais au fond, on sait que ce n'est pas le choix du peuple. Tout en disant que non, les élections ont été organisées dans un climat démocratique. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une opposition et il y a eu un pouvoir sortant. Finalement, l'un a gagné et l'autre a perdu. Tout ça, selon eux, ils diront que ce sont des climats démocratiques. Alors, au fond, ce n'est pas même une démocratie parce que la démocratie n'existe pas au Congo. Mais qu'est-ce qui aurait donné de tels arguments à la France ou encore au pouvoir sortant? C'est l'opposition. Je crois que si l'opposition peut s'unir comme un seul corps et dire, voilà, on ne va pas aux élections, à moins qu'on ait d'abord un dialogue, une conférence, pour essayer un peu de réparer, de redémarrer le pays, parce que tout est à terre. Tout est à terre. Dans un tel climat, il est clair que si on va pour des élections, on ne pourra jamais parvenir à un changement. Je ne vois pas un leader d'opposition qui peut gagner des élections dans un tel climat. Finalement, puisqu'on veut tous le changement, c'est mieux qu'on puisse mettre les élections de côté et puis penser à propos d'autres mesures pour voir comment est-ce qu'on peut faire sortir le pays d'un tel chaos socio-économique et politique, évidemment. Merci beaucoup, M. Clavis. Merci beaucoup, M. Clavis. Quel est l'opposant politique dont vous soutenez la vision électorale? Voyez-vous, j'apprécie les efforts des opposants politiques congolais. Je rends ici, je salue le courage de M. Lassine Bouiti avec tout ce qu'il a traversé. Voilà, je suis aussi de cœur avec M. Cédric Balou, avec les tendances actuelles qui se passent, toutes ces accusations de coup d'État et tout. Je pense aussi à l'opposant M. Mirassa, qui a été déclassé des listes électorales, évidemment. Voilà, donc quand je vois tout ça, comme je l'ai dit tout au début, j'apprécie leurs efforts. Mais je dois être franc, dans le sens que tous ces opposants sont en train de s'engager dans une lutte, en fait, en quelque sorte, ils sont en train de mener un faux combat. Je suis désolé de le dire. C'est un faux combat, dans le sens que le champ de combat n'est pas bien défini. On parle d'un changement de régime. On veut dégager Sassou Nguesso du pouvoir. Et finalement, pour être là et servir le peuple. Mais quand on voit Sassou Nguesso, c'est un humain. Mais pourquoi, au fait, il ne sert pas le peuple? Parce que, quelque part, on ne doit pas l'oublier, il y a une force au-dessus de Sassou Nguesso.
Il y a une force au-dessus de Sassou Nguesso. Quand Trump dit que voilà, le président congolais n'est pas au contrôle du pays, bon, nous, on voit seulement le fait que peut-être c'est Arabes et tout, mais on doit le rappeler que le Congo est sous le contrôle de la France. Le gouvernement congolais ne fait rien sans l'accord de la France. Donc, quand on détourne de l'argent, je suis sûr et certain, la France approuve cela. On nous parle de 14 000 milliards pillés, volés. Mais qu'est-ce qui nous empêche de croire que ces 14 000 milliards ont été déplacés du Congo vers une banque quelque part là-bas en France? Qu'est-ce qui nous empêche cela? Qu'est-ce qui nous empêche de croire un seul instant à propos de cela? Dès lors que les leaders politiques peuvent voler et aller placer de l'argent en France. Et quand on approche des élections, c'est cette même France qui fait semblant de faire appel aux affaires de biens mal acquis. Soyons sérieux. Si la France est sérieuse de poursuivre le leader congolais Sassou Nguesso sur les biens mal acquis, on doit d'abord se poser la question pourquoi cette même France a d'abord autorisé que ces biens mal acquis puissent être établis là-bas en France. Pourquoi la France a accepté de l'argent détourné d'être gardé là-bas dans des banques françaises? Donc, dès lors que la France a accepté cela, et que cette même France vient pour faire semblant de poursuite des biens mal acquis, tout ça, ce sont des distractions, soyons sérieux. Ce sont des distractions. Donc, pour revenir à votre question, je suis désolé de le dire. J'apprécie bien tous ces leaders d'opposition. Mais je n'ai personne dont je soutiens la vision électorale. Pourquoi? Parce qu'on veut parler d'une élection. Mais pour qu'on parle d'une élection, il faudrait que les conditions soient réunies. Les conditions ne sont pas réunies. Du fait que même M. Lassine Bouiti a été enlevé chez lui, torturé et puis jeté dans la rue, cet incident seul doit nous rappeler que le climat est tendu. Alors, si on continue d'une telle manière, pour qu'on ait la paix, il faudrait que ce soit le même parti qui soit au pouvoir, qui puisse remporter la victoire électorale. Dans le cas contraire, que jamais aussi n'arrivera, si l'opposition gagne et que cette opposition décide de servir le peuple, on sait déjà ce qui va arriver. Si c'est un traître, c'est-à-dire qui sert les intérêts français, il reste au pouvoir aussi longtemps qu'il veut. Mais si c'est un nationaliste, Lissouba l'a été, on sait qu'est-ce qui a été la fin. Donc, en un mot, je soutiens le combat. Le fait que ces opposants politiques dénoncent tout ce qui est mal, tout ce qui est souffrance, tout ce qui est angoisse au Congo, c'est très bien. Mais s'engager dans une telle lutte pour des élections parce qu'on veut changer de régime, je le répète encore, le changement de régime n'est pas l'espoir d'un peuple. Sinon, juste là à côté, on est ici en Afrique du Sud, mais juste là à côté au Zimbabwe, dès qu'il y a eu le changement de régime sous Mugabe, depuis que Mugabe est parti, celui qui est là, la souffrance des Zimbabwéens n'a pas changé. Donc on se rend compte que le changement de régime, que ces opposants politiques sont en train de faire appel pour faire avancer le Congo, n'est pas cela comme l'espoir des Congolais. Parce qu'il ne s'agit pas de l'homme, ça je le dis, mais il s'agit du système. Et ce système, c'est le système colonial. Alors, on doit le répéter que la date du 15 août 1960 est une fausseté, est une distraction. Donc, au lieu de s'acharner contre l'homme qui est là, je dois le dire que même un tel opposant X qui va prendre le pouvoir, ce dernier, s'il ne va pas contre la population congolaise, il subira la colère coloniale de la France, qu'on doit toutefois dénoncer. Donc, je ne soutiens pas des visions électorales parce que le climat n'est pas favorable. Soyons sérieux. C'est une distraction. Merci beaucoup, M. Clavis. Je vous rappelle que M. Clavis est un écrivain, scientifique et auteur de beaucoup de livres. Merci beaucoup, M. Clavis. Pensez-vous pas que les solutions aux problèmes congolais sont présidentielles? Voilà. Alors, comme je venais de le dire précédemment, pour avoir des solutions, il nous faut des nationalistes. Ce sont des nationalistes qui peuvent se battre pour des intérêts des peuples locaux. Ce sont des panafricains, d'une autre manière, qui peuvent le faire. Ou encore, si je dois l'introduire, ce sont les afro-démocrates. Voilà la vision, selon mes écrits, selon mes publications. Mais dans un contexte de la présidence, je dois le dire, la présidence est l'administration la plus sombre qui puisse exister au Congo, ou encore dans les pays africains.
Un président n'est pas libre. C'est-à-dire, le président de la République est cet individu qui a même peur de sa propre silhouette. Voyez-vous? Alors, dans un contexte aussi complexe comme celui-ci, on se rend compte que, on se rend compte que les problèmes que nous avons au Congo ont été créés à partir de la présidence. Les problèmes que nous avons au Congo ont été créés à partir de la présidence. Nous sommes infiltrés à partir de la présidence, nos richesses sont pillées à partir de la présidence, nous avons des Rwandais chez nous à partir de la présidence, nous avons des passeports délivrés à des Syriens, à des étrangers à partir de la présidence. Nous avons des étrangers qui occupent les terres des autochtones à partir de la présidence. Et quand on voit l'identité d'une telle présidence, ce n'est pas le choix du peuple. Donc c'est une imposition française, ça il faut le dire. Ce qui veut dire que tous ces mots que nous avons au Congo, ce n'est pas Sassou Nguesso comme tel. Il ne faut pas m'interpréter d'une mauvaise manière, ça je le répète toutefois. Donc le problème que nous avons au Congo, c'est la France comme telle. Quand les salaires sont impayés, les pensions sont impayées, c'est la France. Pourquoi? Parce que tous ces fléaux nous parviennent tout simplement à cause du régime. Et qui est le sponsor d'un tel régime? Ce sont des compagnies françaises au Congo. Ce sont des multinationales françaises au Congo. Ces voleurs qui prennent ce qui m'appartient moi, mon pétrole à moi, le pétrole de mes parents, le pétrole de mes arrière-parents, le pétrole de mes enfants et de mes petits-enfants. Ces compagnies françaises-là sont-elles des sponsors d'un tel régime? Donc, quand les salaires sont impayés, on peut bien voir Sassou. Mais il faut voir au-delà qui lui a donné ce mandat. Les compagnies, évidemment, françaises. Alors, quand on dit que les solutions sont présidentielles, moi j'en doute. Quand je vois tous ces opposants politiques qui se bousculent, qui donnent des idéologies, bon, peut-être pas des idéologies, mais des idéaux pour la gouvernance du pays à partir de la présidence, c'est une confusion, ça je peux le dire, parce que tous ces problèmes que nous avons viennent de la présidence. Et cette présidence est influencée par la France, en passant par l'ambassade de la France, évidemment. Alors, qu'est-ce qui nous fait croire que si aujourd'hui, vous ou bien moi, nous arrivons à la présidence et qu'à partir de là, nous allons changer la situation des Congolais? Qu'est-ce qui nous fait croire cela? La source des maux des Congolais est la présidence. Finalement, pour avoir la solution à tous ces problèmes, cela ne doit pas concerner la présidence. Il nous faut changer les méthodes. Il nous faut changer les méthodes. On ne boit pas le poison pour guérir du poison, de l'empoisonnement, soyons sérieux. Donc, les solutions aux problèmes congolais ne viendront jamais de la présidence. Que ce soit Sassou, que ce soit son fils au pouvoir, que ce soit les opposants, rien ne viendra de la présidence parce que la présidence est l'administration la plus sombre. La présidence est dirigée par la France, soyons sérieux. Et si cette France nous veut appauvrir, on restera appauvri, même s'il faut prendre le plus intelligent des Congolais puis le mettre là-bas. Monsieur Clavis, par vos dires, ça s'est fait voir que vous avez un problème envers la France, parce que vous donnez toute la faute à la France. Alors, mais il y a un gouvernement là en place, monsieur Clavis. Voilà, je n'ai pas de problème avec la France comme telle, mais j'ai un problème sérieux contre la France coloniale, qui ment les jeunes Congolais. On nous fait célébrer, nos militaires une fête d'indépendance, donc d'une fausse indépendance. Mais soyons sérieux, ces militaires sont au courant qu'ils ne sont pas indépendants. Le président Sassou est au courant que le Congo n'est pas indépendant. Mais pourquoi on célèbre cela? Parce que la France veut maintenir cette narrative que voilà, on a donné l'indépendance aux Congolais. Alors, il faut célébrer cette fête coûte que coûte. Imaginez un peu ces budgets de fêtes des fausses indépendances. Si ces budgets étaient orientés peut-être vers la santé, vers l'éducation, qu'est-ce qu'on aurait peut-être amélioré des vies des Congolais? Plutôt que de faire des défilés médiocres, je suis désolé de le dire, de voir nos vaillants soldats en tenue, voilà, en train de marcher pour une indépendance qui est encore à acquérir, soyons sérieux.
Soyons sérieux. Donc, je n'ai pas de problème particulier comme tel contre la France. Mais je dois le dénoncer ici que la France et nous, il faudrait qu'il y ait une rupture. Toutes les compagnies françaises au Congo doivent fermer et rentrer en France. On doit changer le modèle d'entreprise, d'entrepreneuriat, le modèle économique du Congo. On doit tout changer, dans le sens que toutes ces faveurs que ces entreprises ont obtenues à partir de la présidence pour s'installer dans nos pays, pour commencer leurs opérations, tout en violant les droits des Congolais, tout en s'ingérant dans les affaires politiques congolaises, ça, ce sont des crimes qu'on ne peut pas pardonner à la France. Alors, pourquoi je le dis? Il ne faudrait pas qu'on me prenne d'un radical. Je vais prendre un exemple. Si j'étais un homme d'affaires, comme tel, congolais, je vais en France et finalement, je commence à influencer la politique française. Je crois qu'on va me faire sauter de la France. De toute façon, on ne va pas même m'autoriser à opérer mes activités en France. Bon, pourquoi alors permettre à ces entreprises qui voudraient voler le pétrole qui m'appartient et qui appartient à tous les restes des Congolais, simplement parce que, voilà, nous sommes français. Ça ne peut pas aller. Alors, je suis d'avis que ces entreprises doivent fermer. Il nous faut rompre avec la France. D'une manière diplomatique, d'une manière économique, d'une manière politique, d'une manière éducationnelle aussi. Il nous faut rompre totalement avec la France. Monsieur Clavis, ça, c'est logique. Monsieur Clavis, pensez-vous que l'économie du pays va tenir après le départ de la France? Mais soyons encore réalistes. L'économie du pays ne tient pas. Récemment, quand j'étais en Allemagne, j'ai suivi dans les news le gouvernement congolais qui demande les taxes de solidarité aux Congolais. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous demandez le soutien au peuple, à un peuple appauvri, de vous soutenir. Finalement, l'économie est à terre. Et nous sommes sous l'influence de la France. Soit on ne doit pas le cacher. L'ambassade de France est là, ça sert d'espionnage en faveur de la France. Pourquoi je le dis? Parce qu'aux Pays-Bas, évidemment, j'ai rencontré un Hollandais qui me l'a confié, que les ambassades de nos pays, voilà, servent de renseignements. On nous fournit des informations. Donc, aussi vrai que ces ambassades sont là, sous titre diplomatique, ces ambassades jouent certaines fonctions qui sont contre la nature même de l'État souverain. Soyons sérieux. Donc quand je dis qu'il nous faut fermer l'ambassade de France, simplement parce que c'est la France qui a chicoté sur le dos de nos arrière-parents pendant le colonialisme. Soyons sérieux. Comment un tel pays qui l'a dit sous la voix de Macron, qu'on ne peut pas vous demander pardon, et on est là en train de bercer une telle diplomatie à travers l'ambassade de la France. Pourquoi? C'est pour des visas? C'est pour des visas? Mais pourtant, quand on trouve des visas, on nous maltraite là-bas sans papier. Combien d'Africains sont des sans-papiers là-bas en France? S'il faut regarder tout autour, le plus souvent des migrants qui font des marches pour des titres de séjour, ce ne sont que des Africains. J'étais en Europe, j'ai vu. Les pays européens préfèrent des Arabes que des Africains. Ils donnent plus de documents aux Arabes qu'aux Africains. Pour une Africaine, d'avoir un papier en France, voilà, il faut mettre au monde. La plupart. Vous comprenez, c'est comme un trafic humain déguisé. Vous nous donnez votre enfant, vous donnez à la France un enfant, et puis on vous donne du papier. Mais finalement, pour ces hommes, voilà. Donc, toutes ces sœurs obligées d'aller en France, la première des choses, c'est l'enfant, parce que c'est la condition. C'est un trafic humain déguisé. Voilà, sous forme d'immigration, les papiers sont difficiles. Pourquoi les documents sont difficiles? C'est une décision humaine. Soyons sérieux. Pour faire souffrir des gens ou bien obtenir quelque chose en retour de quelque chose. C'est ça la logique. Donc, quand je dis qu'il nous faut rompre, ce n'est pas que j'ai un problème particulier avec la France, mais il nous faut être tout à fait logique dans notre souveraineté. C'est tout simplement ça. Les compagnies françaises doivent fermer. L'ambassade de France doit repartir là-bas en France. C'est tout simplement ça. Alors, on va changer le système de la gouvernance. On établit de nouvelles bases et par la suite, on lance des appels d'offres à tout le monde, y compris à ces compagnies françaises. Hier, vous étiez favorisé par un président que vous avez placé et puis vous avez fait entendre au monde que ce sont les Congolais qui ont voté pour un tel président. Aujourd'hui, vous n'aurez plus ces faveurs-là. Vous êtes une compagnie française, vous venez vous rencontrer ceux qui seront en charge. Si vous remplissez les critères, vous êtes libre d'opérer. Si vous ne remplissez pas les critères, repartez à Paris. C'est aussi simple que ça. C'est ça la logique.
Donc, je n'ai pas un problème particulier avec la France. Non, c'est mon intellect qui parle. Je ne suis pas un terroriste, soyons-en sûrs. Alors, est-ce qu'on peut donc aller droit au but pour dire que, ici, on veut tout simplement donner aux Congolais le droit qui leur a été refusé depuis l'ère du colonialisme? On n'a jamais été libre. Merci beaucoup, Monsieur Clavis. Parlons de Sassou Nguesso, l'ennemi du Congo, Sassou Nguesso, le criminel. Partagez-vous ses avis publics? Voilà, tel que je le disais tout à l'heure. Nous sommes en face de la présidence. La présidence est conçue d'une manière à servir les intérêts français. Ça, dans le contexte du Congo, Brazzaville. Alors, on nous parle de Sassou, l'ennemi du Congo. On nous parle de Sassou, le criminel. N'est-ce pas, c'est vrai? Bon, je dois être un peu réaliste là-dessus. Nous avons la personne Sassou Nguesso et le personnage Sassou Nguesso. La personne Sassou Nguesso comme telle, père de famille, grand-père, je pense qu'il est aimé et il est apprécié dans sa famille. Donc, le personnage, c'est ce que la France a créé et a placé dans Sassou Nguesso. Va là-bas, occupe ses terres, prend de l'argent, ferme les entreprises, voilà, fait ceci. S'il y a des révoltes, applique l'armée. S'il y a des morts, on vous protège pourvu que nos intérêts sont protégés. En tant que quelqu'un qui raisonne, c'est vrai que j'ai du mal parce que toute ma vie, c'est Sassou, comme président. C'est vrai que ça fait un peu mal, mais quand je vais au-delà de cette réalité, je me rends compte que le problème, ce n'est pas Sassou. Le problème, c'est la France. Le problème, c'est la France qui n'a pas confiance à un autre Congolais que Sassou Nguesso. Voilà, il faut être là. Parce qu'en dehors de toi, il n'y a personne. On ne voit personne. Donc, le criminel, oui. L'ennemi du Congo, oui. Mais est-ce la personne ou le personnage? Si on dit que c'est la personne, alors on commet une erreur. Parce que s'il faut même prendre moi qui suis là, me mettre président de la République, ma personne va servir ma famille, mais le personnage, c'est-à-dire le mandat qu'on va me donner depuis l'Élysée, fera de moi une personne différente. Voyez-vous? Donc, qui est l'ennemi du Congo? Qui est le criminel au Congo? C'est la France, au travers le personnage Sassou Nguesso. Soyons sérieux. Donc, moi, où je me tiens, je me rends compte que, sans pourtant le défendre, moi je ne défends pas Sassou Nguesso, sans pourtant le défendre, je me rends compte qu'il nous faut toucher le problème depuis la racine. La racine de tous ces maux, c'est la France qui veut tout simplement voler le pétrole qui appartient à nos enfants. Monsieur Clavis, pensez-vous que la jeunesse congolaise partage le même avis que vous? Si j'étais ministre de l'Éducation, au Congo, j'aurais introduit un cours, c'est-à-dire un curriculum qui va enseigner l'actualité aux enfants congolais. L'actualité aux enfants congolais, c'est-à-dire quand on prend par exemple l'histoire des Rwandais au Congo, ils doivent apprendre à l'école pourquoi ces Rwandais-là sont là, pour quelles raisons. Quand on parle de l'Ukraine comme telle et la Russie, selon ce que je pense, on ne doit pas enseigner à ces enfants que voilà, l'Ukraine voulait la démocratie et voilà la Russie. Non, un curriculum d'actualité, c'est-à-dire, il s'agit là d'une manipulation de l'OTAN, des choses comme ça. Si j'étais ministre de l'Éducation, on doit dire à l'enfant congolais qui est l'ennemi. C'est-à-dire, quand vous voyez l'ambassade de France là-bas, sachez que c'est là à l'intérieur que commencent nos problèmes. Mais ceux qui ont pensé sur la diplomatie, c'était des bandits, je peux le dire. Ils ont créé un territoire dans un autre pays et on dit que voilà, c'est une portion de notre pays. Accès interdit. Vous touchez à ça, vous touchez à ce pays-là. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Mais pourquoi avoir de telles idées si ce n'est pas pour le contrôle? Soyons clairs. Soyons-en clairs. Alors, nous nous tenons ici et comprendrons que la situation comme telle, autour de nous, autour de la jeunesse, c'est qu'on doit leur enseigner la réalité. Vous savez,
j'ai quelquefois la raison de me dire que l'homme blanc regrette l'avènement de YouTube. L'homme blanc regrette l'avènement des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses qui étaient cachées aux Africains jusqu'à ce que YouTube est venu. Les chaînes nationales Télé-Congo, mais vous allez apprendre quoi sur cette chaîne? Mais depuis que ces réseaux sociaux sont là, beaucoup de choses, la jeunesse a ses yeux ouverts. Alors ce que la jeunesse a besoin, c'est l'idéologie qui va contredire toute force coloniale, déguisée sous forme d'une démocratie, qui d'ailleurs n'existe pas, donc une pseudo-démocratie. Ce que la jeunesse congolaise a besoin, c'est une idéologie qui va leur sécuriser à l'intérieur, tout comme aussi à l'extérieur. C'est une idéologie, au fait, qui va les maintenir au Congo et non de fuir le pays pour aller en France et puis souffrir dans les rues là-bas. C'est ça la logique. Je suis certain que la jeunesse congolaise, avec le temps, va faire des analyses et comprendre que si on veut la liberté, on doit adopter une idéologie propre à nous-mêmes. Une idéologie qui nous ressemble. Une idéologie qui n'a jamais été conçue par l'homme blanc. Parce que tout ce que l'homme blanc nous a proposé est contre nous, y compris la constitution de la République, y compris la République comme telle, la présidence, le gouvernement central. Pourquoi, dans un pays de plus de 4 millions d'habitants, il suffit de contrôler le président de la République? C'est tous les 4 millions d'habitants qui sont sous contrôle de la France. Ça, c'est trop facile. Ça, c'est trop facile. Et quand on demande les opinions de ces peuples, ils n'ont pas été là pour faire leur choix d'un tel leader politique. Ça ne marche pas. La jeunesse n'a qu'à digérer tout ce que je prononce ici, et voilà, on verra ce qu'il faut faire. C'est ça la logique. Je leur donne le temps. Je leur donne le temps. Moi, je ne suis pas pressé. Merci beaucoup, M. Clavis. Quel est, d'après vous, l'avenir de Mboshi? L'avenir de Mboshi. Parlons un peu de ça, l'avenir de Mboshi. Voilà. Les Mboshi, nos frères, nos compatriotes, disons-le, les Mboshi, c'est ce que j'ai appelé scientifiquement des country systems. C'est-à-dire un groupe introduit dans un pays comme une minorité pour servir de bras de fer dans la défense des intérêts français. Voyez-vous, l'avenir d'Mboshi au Congo est incertain. Ça, je dois le dire à des frères Mboshi congolais. L'avenir est incertain, dans le sens que les Mboshi devant la France n'ont plus assez de crédibilité comme cela a été 20 ans, 30 ans après. La crédibilité de Mboshi repose sur Sassou Nguesso. Sassou Nguesso est d'un double standard, dans le sens que, selon toutes les tendances sur les médias et tout, qu'il a des racines dans l'Afrique de l'Ouest, et quelque part là-bas, en Côte d'Ivoire ou bien au Bénin, je ne sais pas où. Et voilà, il a aussi une liaison au Congo. Donc, quelque part, il a deux territoires. Il est d'une race pure, dans le sens que il se sent vraiment étranger au Congo. Et s'il faut vraiment mettre cela en évidence, il est un étranger. S'il faut suivre une telle progression. Alors, quand on voit les descendants Mboshi, ce sont des nouvelles générations. Ils ont des enfants, ils ont des petits-enfants nés au Congo. Finalement, ils ne connaissent que le Congo comme pays. Et quelque part, ils ont un intérêt particulier de défendre le Congo, comme jamais ne l'a le président Sassou. Lui, il est clair que voilà, je viens d'un tel territoire, dans son raisonnement, dans son entendement. Mais les descendants de la nouvelle génération Mboshi, non, ils ne connaissent que le Congo. Devant la France, c'est déjà un doute. Un nationaliste peut aussi sortir des rangs de Mboshi. Un nationaliste peut aussi sortir des rangs de Mboshi, c'est-à-dire des nouvelles générations. C'est ce que la France ne veut pas. La France ne veut pas des nationalistes au Congo. Soyons-en réels.
Alors, pour empêcher cela, le contre-système dont j'ai dit est beaucoup plus fort et soutenu si le leader à la tête a vraiment des origines étrangères vivantes, dans le sens que il sait qu'il n'est pas né dans un tel pays, mais il a eu la chance d'être nommé président de la République. En ce moment-là, la France est rassurée dans le sens qu'il n'a rien à perdre, un tel leader. Que je tue, que je vole, que je paye, pourvu que je construis chez moi, il n'a rien à perdre. Alors là, ça rassure la France. Tout ce qu'on va lui dire, il va accepter. Mais si c'est un nationaliste, il va questionner tout ce que la France va leur dire. Alors, l'avenir d'Embauché est incertain. Je le prouve rien qu'en observant l'arrivée des Rwandais au Congo. On doit se poser la question, pourquoi il y a des Rwandais dans l'entourage du président Sassou? Pourquoi il y a des Rwandais qui nous font autant parler? Pourquoi? Mais on doit aussi savoir que la présidence ne décide rien sans que la France puisse donner l'autorisation. J'avais écrit ça dans mon livre « Afro-démocratie New African Order ». Et la dame Simone Gbagbo l'a approuvé dans une interview 2 ans après que j'ai publié le livre, où j'avais dit que le président ne fait rien sans l'aval de la France. La présidence ainsi. Alors, si les Rwandais étaient venus au Congo-Brazzaville, je n'ai pas de doute que c'était une décision de la France. Mais pourquoi? C'est pour préparer déjà le remplacement des Mboshi. C'est aussi simple que ça. Donc les Mboshi doivent comprendre que leur temps est arrivé à la fin. Ils doivent comprendre ça. La France n'a plus confiance en Mboshi parce qu'il y a des nouvelles générations qui pourraient aussi produire des nationalistes. C'est alors que j'ai toujours dit, il est l'heure que les Mboshi puissent joindre les restes des tribus, les restes des ethnies, et puis comprendre que leur époque est déjà à sa fin. C'est l'heure de s'unir, non pas pour tuer quelqu'un, non pas pour créer une guerre, mais pour établir un système qui enfin va mettre la France hors d'état de nuire. La France est servie d'eux. Les Mboshi se sont fait des ennemis au nom de la France. Pourquoi pas s'unir entre nous dans le pays, instaurer un système qui va donner l'avantage à chacun, d'une manière à mettre la France hors d'état de nuire. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est ce que je propose. Donc l'avenir des Mboshi actuellement est incertain. C'est de leur responsabilité de choisir s'ils vont faire face ou encore rejoindre la majorité des Congolais pour créer un front commun contre l'implication française dans la politique congolaise. C'est aussi clair que ça. Alors, Monsieur Clavis, nous aimerions savoir quel modèle de gouvernance proposez-vous aux Congolais? Voyez-vous, ce qui fait la peur des Mboshi, c'est aussi clair, c'est une ethnie minoritaire dans un contexte démocratique transparent. Les Mboshi ne peuvent pas diriger le Congo. C'est impossible. On ne peut pas gagner des élections quand on est une minorité. Mais pourquoi alors c'est la minorité qui dirige dans la plupart des pays africains? Pourquoi? Pourquoi? Bien, je ne vais pas ouvrir ce chapitre maintenant, mais je connais bien la raison. Si c'est le leadership qui fait peur aux Mboshi, dans le sens qu'il y a trop eu du mal, alors les Mboshi sont obligés de continuer dans le mal, parce que s'ils perdent le pouvoir, chacun doit fuir. Et fuir où? Nous sommes dans un village planétaire. La justice peut les rattraper partout. Alors que faire? C'est là où j'ai parlé, qu'on fasse appel à un dialogue, qu'on fasse appel à une conférence, pour effacer un peu les méfaits du passé, et à partir de là, établir un nouveau système politique de la gouvernance du Congo. Je suis d'avis qu'on puisse abolir le poste de président de la République. Je suis d'avis qu'on puisse abolir le poste de président de la République. Mais comment ça? Ah, voilà. Comment ça? Voilà. Je Comment sais que ça? toutefois, quand je le dis, les gens me prennent pour je sais pas comment, mais... Non, mais expliquez-vous un peu. Voilà, je suis d'avis qu'on puisse, abolir la présidence de la République. Tout simplement parce que la France comme telle, soyons sérieux, ce qui fait la force de la France, ce n'est pas parce qu'ils ont des cerveaux génies là-bas en France. Ce qui fait la force de la France en Afrique, ce n'est pas parce que, voilà, c'est une soi-disant puissance nucléaire. Ce qui fait la force de la France au Congo, c'est la présidence. Tout comme dans le reste des pays africains.
Ils étaient malins de créer la présidence et nous l'imposer. Il suffit de contrôler le président de la République, un seul individu, qui dans la plupart des cas est un étranger, c'est tout le pays qui est placé sous contrôle. C'est une équation facile, je l'ai toujours dit. Je leur propose une équation complexe dont le maître sont des Congolais, c'est-à-dire la France ne va rien voir. C'est aussi simple que ça. Donc il nous faut abolir la présidence. C'est aussi clair. Si on abolit la présidence, la France n'aura plus où passer ni qui donner des instructions. En ce moment, on va voir la France de face comme ça. Pensez-vous qu'un pays peut survivre sans un président? Alors, cette question, toutefois, quand elle m'est posée cette question, je me rends compte que voilà, il nous faut rappeler un peu aux frères africains d'où nous venons. Avant l'arrivée de l'immigrant, du sans-papier, du clandestin français, au jour du colonialisme, avant l'arrivée de cet aventurier sur les terres congolaises, on n'avait pas la présidence chez nous. On n'avait pas la présidence chez nous. Mais on prospérait. On prospérait. Ils ont tout détruit, ils ont tout anéanti, et on nous a proposé une certaine présidence pour nous affaiblir. Donc, pour répondre à votre question, je réponds cela à une autre question, bien que ce n'est pas logique. Comment avions-nous dirigé nos territoires avant l'arrivée de l'homme blanc en Afrique? Je retourne cette même question à ceux qui me posent une telle question. Et en ajoutant à cela, je dois dire que l'avenir du Congo, l'avenir de l'Afrique, ce n'est pas dans le futur. Ce n'est pas dans un futur médiocre où nous emmène la présidence. Notre avenir est dans le passé. Notre avenir est dans le passé. Là où on va là, on se fait que créer des problèmes. L'infiltration, le chômage, la pauvreté, on se fait que créer des problèmes. Notre avenir est dans le passé, c'est-à-dire au jour où on a fait un croisement dans un carrefour avec le diable du colonialisme. C'est là où notre avenir se retrouve. Donc on doit retourner dans le passé, c'est-à-dire on doit retourner dans nos traditions du passé. C'est ça la logique. Donc on n'a pas la présidence là-bas. Notre avenir est dans le passé. Notre avenir est dans le passé. Ça, il faut bien noter cela. Nous avons devant nous un professeur et un écrivain scientifique, Monsieur Clavis. Alors, parlons un peu de la RDC. Votre voisin, si je peux dire, les accords entre Kinshasa et Washington concernant le minerai congolais. Que pensez-vous de cela, Monsieur Clavis? Merci encore à vous, mais pour répondre, pour essayer un peu de préciser sur la question précédente, comme modèle politique que je propose aux Congolais, évidemment, c'est le fédéralisme afro-démocratique. C'est le fédéralisme afro-démocratique. C'est un modèle sur lequel j'ai travaillé pendant des années. Pendant le confinement de Covid, j'ai travaillé là-dessus. Vous comprenez? Le fédéralisme afro-démocratique, c'est un modèle que j'ai publié dans un livre qui se trouve aujourd'hui dans le Parlement de l'Union européenne. Comprenez pourquoi ça se trouve là-bas. Alors, c'est ce modèle-là que je propose aux Congolais, un modèle qui va nous unir, un modèle qui va nous rendre plus forts, un modèle qui va nous rendre indestructibles face à l'ennemi extérieur. Un modèle qui va faire à ce que la France vienne au Congo dans une procédure qui procure le respect aux Congolais. Dans le sens que si on n'est pas d'accord avec cette même France, on va la demander de quitter. Et si elle essaie un peu d'agiter notre pays à partir de la frontière, dans le modèle afro-démocratique tel que je l'ai conçu, j'ai proposé le Conseil national de la défense. Donc, on ne parlera pas d'un ministre de la Défense. Et sous un Conseil national de la défense, s'il y a une rébellion quelque part, il n'y aura pas un ministre qui prendrait des ordres de la France. Ça sera un conseil qui représente tous les départements du Congo. Un département, un général. Dans un conseil. Donc, quand il y a une rébellion quelque part, cette rébellion sera matée. Et si cette rébellion est sponsorisée par la France aura sa réponse. C'est ça la logique. Il nous faut un fédéralisme afro-démocratique. C'est ça le modèle de la gouvernance que je propose aux Congolais. Les élections, tous ces référendums, ce n'est qu'un soutien indirect, un soutien masqué qu'on donne à la France. C'est-à-dire, on contribue à notre propre souffrance en partant aux élections.
Parce que ce sont des élections qui n'expriment pas la volonté du peuple, mais du colon, dans notre cas, de la France. Alors, votre question sur les accords entre Washington et Kinshasa, je dirais que c'est une tragédie. Comment ça, une tragédie? C'est une tragédie. Oh, voyons, je ne serais pas surpris si un jour Tshisekedi se prononce pour un troisième mandat. Je ne serais pas surpris. Pourquoi? Parce que ces gens d'accord, c'est vraiment irresponsable. Alors, pour que ces accords tiennent, l'Amérique doit s'assurer que c'est Tshisekedi qui est au pouvoir. Ou bien quelqu'un qui parlera le même langage que Tshisekedi. Or, l'expérience nous prouve que celui avec qui les accords sont signés est souvent maintenu au pouvoir parce qu'il ne voudrait pas que les secrets puissent sortir. Il ne voudrait pas que les secrets puissent sortir. C'est la raison pour laquelle la plupart des anciens présidents africains ne mettent pas du temps. Ils meurent. Et le plus souvent, en Europe. Ils ne veulent pas que les secrets présidentiels puissent être livrés au public. Alors, pour que ces accords puissent demeurer, je ne serais pas surpris, disons, que Tshisekedi puisse aller pour un troisième mandat. Alors, j'ai comme devant moi une observation d'un scénario comme au jour de Mobutu. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est au pouvoir, le pays n'est pas souvent attaqué, mais les richesses du pays sont sous le contrôle américain. Et au retour, ce n'est que la famille présidentielle qui s'enrichit, comme au jour de Mobutu. J'ai comme l'impression que c'est ce qui commence actuellement avec Tshisekedi. C'est ce qui commence actuellement avec Tshisekedi. Donc, tout ce qu'on a traversé sous Kabila, la guerre de libération et tout, ça nous a emmené nulle part. Nous sommes repartis presque au début du parcours de Mobutu. C'est là où encore je précise que le changement de régime n'est pas l'espoir d'un peuple. Il nous faut changer le système politique. Il nous faut changer le système de la gouvernance. Parlez-nous un peu, selon vous, qui bénéficie de cet accord entre Kinshasa et Washington? C'est certainement pas le peuple. C'est certainement pas le peuple congolais, le peuple voisin. C'est certainement pas ce peuple-là. Soyons-en honnêtes. Ceux qui bénéficient de ces accords, avant de répondre à votre question, le gouvernement actuel de Kinshasa, Félix Tshisekedi, n'a pas été élu par le peuple. Nous savons tous comment il est arrivé au pouvoir. Et le fait qu'il est allé signer ces accords, il a donc fait sans l'accord des Congolais. Sans l'accord des Congolais. Donc, au fond de lui, il sait que le Congolais ne l'a pas élu. Mettons le fanatisme à part. Donc, tout ce qu'il fait, c'est certainement pas pour les Congolais, parce qu'ils savent que le Congolais ne l'a pas élu. Mais ça a été acclamé par tout le monde. Mais c'est tout à fait logique. L'esclave doit acclamer le maître. Vous êtes dans une même maison, si vous ne le faites pas, mais vous allez dormir affamé. Ils acclament, évidemment, mais tout au fond, ils savent que ces accords, c'est une trahison totale du pays. C'est une trahison du pays. On ne peut pas céder les richesses du pays pour parvenir à la paix. C'est impossible. Un ennemi qui vous attaque avec une arme, je le dis et je le redis toujours. Il faut prendre les armes et puis attaquer ce même pays. Qu'est-ce qui les empêche? Mais si on n'a pas les moyens... Il y a des moyens. Il y a des moyens. La preuve est là. Ils ont donné des minerais en échange avec avec la paix. Mais quand on essaie un peu de voir cette réalité, de quelle paix parle-t-on? Parce que même du moment où on parle, il y a encore des tueries là-bas à l'Est. De quelle paix? Comment? Je ne vais pas dire l'œil pour l'œil, hein? Ça, je ne vais pas le dire. Mais soyons-en sûrs et certains, si un ennemi vous attaque avec des techniques d'arts martiaux, voilà, il faut aussi se mettre là avec des arts martiaux. Et si quelque part il est trop fort, pourquoi pas prendre un couteau ou une arme? Il fallait prendre ces mêmes minéraux, les donner peut-être aux pays qui pouvaient fournir la RDC en armement. Et ayant ces armements, le fils congolais est fort, le fils congolais est courageux. En ce moment, faire face au Rwanda, c'est aussi simple. Et pourquoi pas aller jusqu'au Rwanda, détrôner Kagame, et puis mettre quelqu'un que le Congo va contrôler comme le Rwanda l'a fait en RDC? Pourquoi pas? Mais ça ne peut pas se faire, tout simplement parce que le président est nommé. Il n'est pas le choix du peuple. Finalement, il ne peut pas défendre le peuple. Vous avez la paix, vous restez affamés, vos minéraux sont sous contrôle de l'Amérique, voilà. Moi, en tant que famille présidentielle et famille politique, on est servi. C'est une médiocrité.
Je suis désolé de le dire. Si vous êtes prophète, que voyez-vous de l'avenir de ces accords? Vous savez, ces accords ne tiendront que si Tshisekedi demeure au pouvoir. Même en demeurant au pouvoir, puisqu'il a beaucoup cédé aux États-Unis, il risque toujours de faire face à la menace extérieure parce qu'il y a l'Union européenne aussi qui est là. Finalement, on n'a rien fait. Comme ce qu'on disait, on déshabille celui-ci pour habiller l'autre. On n'a rien fait. Du moment où on aurait un leader qui serait contre ces accords, ça sera la guerre. Ça sera la guerre. Finalement, là, c'est une semblance de paix. Ça, c'est la réalité. Merci beaucoup, Monsieur Clavis. Votre livre dernier a paru dans le catalogue de librairie of Congress aux États-Unis. Mes sincères félicitations. Merci. Merci aussi pour votre présence sur ces plateaux. De rien. Merci beaucoup. Merci. OK. Alors, à 8 mois des élections, nous sommes tous curieux de voir les tendances sociopolitiques telles que ça se passe au Congo, à Brazzaville, de l'opposition tout comme au pouvoir, l'incertitude, le doute, l'angoisse, voilà, la douleur aussi, ça il ne faut pas l'ignorer. Voilà. Alors, dans le but d'essayer un peu d'apporter la lumière, je vous invite à suivre ces détails au cours de cette interview. Et j'espère que vous allez avoir une lumière comme telle, comme le disait le philosophe, donc une lumière sur la vision socio-politique du pays. Doit-on aller aux élections ou on doit les reporter? C'est ça la question qu'on doit se poser. Doit-on maintenir le système présidentiel comme tel ou on doit penser à un système peut-être pas présidentiel, mais qui va procurer la liberté au peuple congolais?